De fait, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, contrairement à ce que vous aviez dit tout à l'heure, je ne suis pas sûre d'être là pour vous aider aujourd'hui à comprendre ce qu'étaient les Jeux olympiques dans l'Antiquité. En revanche, je vais vous parler de la manière dont ils nourrissent encore aujourd'hui nos imaginations, et donc à quel point ils sont vivants, puisque on est dans une préparation de la journée du latin vivant, c'est exactement le cas. De fait, dans mes recherches, je fais à la fois de l'histoire et de l'archéologie qu'on pourrait dire classique, puisque je travaille sur la ville de Rome à l'époque antique, mais je ne suis pas du tout là pour ça. Je suis là parce que je pratique aussi une autre discipline historique, toute récente, qu'on appelle l'histoire publique, qui correspond à l'étude de la présence de l'histoire dans notre quotidien. Et je vais vous en montrer un exemple aujourd'hui. Et Madame Langlais commençait à faire un jeu de mots sur irréductible. C'est pas exactement le même mot qui a été utilisé ici. Si je vous dis Gaulois réfractaire, est-ce que vous savez à quoi je renvoie ? En fait, je renvoie à deux choses, une espèce de superposition de strates archéologiques et d'imagination. C'est les Gaulois réfractaires, c'est un petit nom qu'Emmanuel Macron, notre président de la République, avait donné aux Français lors d'un déplacement au Danemark durant l'été 2018. Vous étiez sûrement un peu jeune pour vous en souvenir aujourd'hui, mais ça a fait une belle polémique qui a été relayée par les réseaux sociaux, mais vous le voyez aussi ici, puisque c'est un extrait d'une page du Monde, que ça a aussi été relayé par les grands médias. Et si vous ne vous souvenez pas de la polémique, peut-être comprenez-vous au moins la référence. Derrière ce mot réfractaire, c'est-à-dire qui refuse le changement, il y a évidemment les personnages de BD dont on parle aujourd'hui, Astérix et son acolyte Obélix. Là, en l'occurrence, je vous ai mis une image qui a circulé sur les réseaux sociaux par des opposants plutôt d'extrême droite, en l'occurrence, mais qui est très claire de la manière dont ça a été compris immédiatement comme étant une référence à Astérix et Obélix. Et l'idée de ce Gaulois réfractaire fait plus spécifiquement référence à l'introduction de tous les albums d'Astérix, avec cette carte où vous voyez la Gaule et puis le petit village d'Armorique, et cette légende, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toute, non, un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Cette utilisation d'Astérix dans un discours politique est pour nous vraiment intéressante, puisqu'elle témoigne de la place d'Astérix dans la culture contemporaine. C'est une référence que le président estime partagée par l'essentiel de la population, au point qu'il puisse utiliser une expression qui renvoie à la BD, sans même citer la BD. Il n'a pas dit « vous êtes des Astérix », il a dit « vous êtes des Gaulois réfractaires ». Et tout le monde, ou presque, comprend de quoi il parle et à quoi tout cela renvoie. Est encore plus intéressant le fait qu'il le fasse à l'étranger. Je vous ai dit que c'était un déplacement au Danemark. Emmanuel Macron est donc parti du principe que ses auditeurs, au Danemark, comprendraient parfaitement la référence. Et il a cherché par là à créer une connivence avec son auditoire, en se moquant des Français, à leurs dépens. C'est pourquoi les réseaux sociaux se sont tellement énervés contre lui. Et il n'a pas tort, il faut dire que les aventures d'Astérix sont le plus gros succès littéraire français. À chaque sortie d'un nouvel album, la BD est numéro 1 des ventes, en France, mais aussi dans de nombreux pays européens. Et les éditions Albert René, qui le publient aujourd'hui, disent que la BD est traduite en 117 langues. Ça vous dit à quel point c'est diffusé. Par exemple, le tout dernier album, L'Iris Blanc, qui est sorti il y a quelques mois, a été tiré à 5 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est le plus gros tirage de l'histoire. Juste par comparaison, en français, le dernier tome d'Harry Potter, Les Reliques de la Mort, n'a été tiré en France qu'à 2,3 millions d'exemplaires, c'était le plus gros tirage jusqu'ici. Donc on est à 2 fois plus que le dernier tome d'Harry Potter, pour vous montrer ce que c'est, quoi. Astérix, c'est donc un énorme produit commercial, une impressionnante machine à faire de l'argent, et de fait, on trouve son univers absolument partout, dans des produits dérivés de tout genre, certains plutôt pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Là, vous avez des chaussons en taille adulte, une coque de téléphone, et puis, vous voyez peut-être en bas une pièce de monnaie qui est frappée par la monnaie de Paris, c'est-à-dire par l'État, de manière tout à fait officielle. Donc cet imaginaire et cette dérivation d'Astérix dépassent l'aspect commercial et une sorte d'identité française assumée par l'État. Tout ça, ça montre que l'univers d'Astérix est connu, qu'il est apprécié, qu'il fait vendre,
mais ça permet aussi, en retour, de diffuser cet univers, de diffuser ces images de ces Gaulois avec un gros nez et des petites ailes, là, ce qui fait que même les gens qui n'ont pas lu les albums de bande dessinée connaissent les personnages, savent les reconnaître et savent à quoi ça renvoie. C'est ce qu'on appelle la création d'un imaginaire collectif, c'est-à-dire quelque chose qui parle au plus grand nombre. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse en tant qu'historienne, c'est que ces imaginaires collectifs se nourrissent très souvent de l'histoire et qu'en retour, encore plus intéressant, ils diffusent l'histoire dans la vie quotidienne. En l'occurrence, avec Astérix, ça donne l'impression à un peu tout le monde que la période gallo-romaine nous est familière. Tout le monde a l'impression d'avoir des connaissances sur ce que c'est que les gallo-romains grâce à Astérix. Bien sûr, c'est une histoire retouchée, retravaillée, modifiée, qui vient même parfois concurrencer l'histoire scientifique, celle qu'on essaye de vous enseigner, au point qu'il y a certaines choses qui sont, sur lesquelles on a perdu et tout le monde pense que Brutus est le fils de César. C'est pas le cas, mais je pense que je n'arriverai jamais à le diffuser aussi bien qu'Astérix. Mais cela dit, c'est déjà une entrée dans l'histoire. Et c'est important pour nous, les historiens, de comprendre comment nos contemporains imaginent les périodes qu'on étudie. Et pourtant, ça repose un peu sur un contresens, parce qu'Astérix n'a pas la prétention de nous parler de l'Antiquité. Le but de ces auteurs, depuis toujours, c'est de parler de nous, d'aujourd'hui, en faisant semblant de parler d'histoire. Ce sera donc le premier point de ma présentation, parler d'hier pour parler d'aujourd'hui. Le personnage d'Astérix a été créé en 1959, pour vous c'est déjà de l'histoire, par un dessinateur, René Goscinny, et un scénariste, Albert Uderzo. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il existe très peu de bandes dessinées qui parlent d'histoire. Une dizaine d'années plus tôt avait été créé un autre personnage de bande dessinée, Alix, qui est la toute première bande dessinée historique en Europe, créée par Jacques Martin, d'abord en 1948 sous la forme de feuilletons, c'est-à-dire de petites images, de planches de BD qui étaient publiées dans un magazine, puis sous le format BD en 1956. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans les mêmes années. Astérix, c'est le second après Alix. Cela dit, l'originalité d'Astérix, c'est de ne pas être une BD qu'on pourrait dire une BD sérieuse. Le but n'est pas de parler d'antiquité, le but n'est pas même de raconter des aventures palpitantes faisant rêver les lecteurs, le but c'est de faire rire. Et le comique, dans Astérix, repose sur un artifice. En faisant semblant de parler de personnages historiques, les auteurs proposent en réalité une caricature de leurs contemporains. Pour ça, ça demande de trouver des parallèles entre le monde antique et le monde d'aujourd'hui. Et de fait, dès l'origine, le petit village d'Astérix représente les Français, ou en tout cas une certaine imaginaire des Français, de cette France des campagnes qui aiment boire, manger, se disputer. C'est ce qu'on se retrouve toujours à la fin des épisodes avec cette scène de banquet, qui est une caricature de ce que font les Français en tout temps. Ils mangent, ils boivent, ils se disputent. Il semble-t-il, on ne sait pas faire d'autre chose. Donc c'est vrai pour Astérix en lui-même, c'est vrai aussi pour chaque album. Chaque épisode des aventures d'Astérix repose sur un parallèle précis entre le monde contemporain et le monde antique. Le parallèle, ça peut être de se moquer de nos voisins. Vous voyez ici 3 albums qui sont issus en plus de la toute première décennie d'existence d'Astérix. Le premier, Astérix et les Goths, est particulièrement intéressant. Vous voyez Astérix Obélix sur une frontière, donc là un imaginaire contemporain, il n'y a pas de frontière dans l'Antiquité, pas sous cette forme-là. Qui est-ce qu'il y a de l'autre côté de la frontière ? Des casques pointus, référence à la Seconde Guerre mondiale, qui font très peur et qui vont envahir tout le monde. Là, on sent bien que ce sont nos voisins allemands qui sont visés. Astérix chez les Bretons, vous voyez, ils font du rugby, et Astérix en Hispanie, vous avez de fiers danseurs de flamenco qui font olé toute la journée. Autre possibilité, plutôt que de se moquer de nos contemporains, faire des références à l'actualité politique ou culturelle. Un exemple seulement, que je réutiliserai tout à l'heure. Astérix et Cléopâtre est en fait un pastiche d'un immense péplum sorti 2 ans plus tôt, scénarisé par un très grand nom du cinéma américain, Joseph Mankiewicz, avec comme actrice fétiche Elizabeth Taylor, qui joue la reine d'Égypte. Et regardez la couverture, on voit tout de suite, c'est une caricature directe. Et ici, l'humour repose sur le fait que tout le monde a vu ce film.
et donc que tout le monde peut comprendre les références et les moqueries dans la bande dessinée. Ainsi, en fait, tout l'humour d'Astérix est basé sur l'anachronisme. Désolée pour le E qui a sauté, ma police de caractère n'est pas reconnue par cet ordinateur. L'anachronisme, c'est-à-dire l'irruption du contemporain dans un univers ancien. C'est vrai pour le thème général de chaque album, on vient de le voir. C'est vrai aussi de l'essentiel des gags de la BD. Et j'arrive enfin aux Jeux Olympiques et je fais en plus une référence à ces journées du latin vivant. Voilà un exemple de gag, on ne peut plus représentatif de ce que c'est dans Astérix, où vous voyez des athlètes qui ont la langue bleue, donc qui tirent leur langue, elle est bleue, notre langue va-t-elle rester bleue? Et là, rien à voir, petit aparté du Centurion, je souhaite que notre langue reste une langue vivante. Bon, vous voyez bien qu'on parle à nos aujourd'hui, à nous qui estimons que le latin est une langue morte et où il n'y a plus beaucoup de personnes pour pouvoir la parler, déjà rien que pour l'étudier. Ça me permet donc de faire la transition avec l'album qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, Astérix et les Jeux Olympiques, puisque pour sa 12e aventure, en 1968, Astérix est envoyé par ses créateurs à Olympie, en Grèce, pour participer aux Jeux Olympiques. Et vous voyez que le thème répond aux 2 critères que je vous ai montrés juste avant. Il permet de se moquer des mœurs d'un pays voisin, la Grèce, et il permet aussi de parler d'actualité. En l'occurrence, il s'ancre dans l'actualité sportive, puisque l'album sort en 1968, l'année des JO d'été de Mexico. Et vous voyez combien on parle en ce moment de JO, parce qu'il y en aura à Paris. Il faut imaginer la même ardeur en 1968. Tout le monde pense JO. On comprend pourquoi est-ce qu'il y a un album qui sort sur les JO. On reviendra sur les Jeux Olympiques dans 2 minutes. Mais d'abord, premier point, premier jeu d'anachronisme de l'album, le voyage en Grèce. De fait, envoyer Astérix et Obélix aux JO, c'est les envoyer en Grèce. Ça permet donc aux auteurs de la BD de parler à la fois de la Grèce ancienne et de la Grèce contemporaine. J'ai mis ici moderne. Bon, c'est la Grèce des années 60, c'est pas celle que vous pourrez voir vous si vous allez aujourd'hui en voyage, mais c'est leur Grèce contemporaine à eux. Première question, comment est-ce qu'on voit dès la couverture que l'action va se passer en Grèce? N'oubliez jamais qu'une couverture, c'est un produit commercial, c'est fait pour vendre. Il faut donc que ce soit efficace et que le lecteur comprenne immédiatement ce qu'il va y avoir dedans pour qu'il ait envie d'aller plus loin, en l'occurrence surtout d'acheter l'album. Ici, il n'y a pas de personnage qui symbolise les Grecs, mais il y a d'autres marqueurs. Sur l'image, vous voyez que l'ensemble de l'arrière-plan renvoie au monde grec, avec cette pinède aride représentative de la campagne grecque, au moins autour de Delphes et d'Olympie. Mais surtout, vous voyez qu'il y a une colonne, en l'occurrence une colonne dorique, qui finit par dire à elle seule l'Antiquité, la culture grecque, bref, on voit où est-ce qu'on va être. Mais il y a aussi des marqueurs en dehors de l'image. Vous voyez le jeu sur les polices d'écriture. Ça, c'est une très belle invention de Goscinny et d'Uderzo que doit représenter l'altérité linguistique, c'est-à-dire le fait que des gens parlent des langues différentes, par des changements typographiques. Ça fait l'objet de nombreux gags qui ont commencé en fait quelques années plus tôt. Avec Astérix chez les Normands, vous voyez ces O qui sont barrés et puis des points sur les A. Et puis, ça permet de faire un peu n'importe quoi avec n'importe qui. Les Grecs parlent avec cet alphabet dont on va reparler. Les Goths parlent avec une autre typographie. Et nous, on peut comprendre. Et ce qui est drôle, c'est qu'eux, ensemble, ils ne se comprennent pas dans les albums. Et donc, en l'occurrence, nos Grecs d'Astérix parlent tous avec des lettres majuscules qui n'ont pas d'arrondi, qui sont toutes anguleuses et qui donnent l'impression que ça vient directement d'une inscription antique. C'est vrai des hommes, mais c'est même vrai des animaux. Là encore, évidemment, un gag, l'idée que les animaux parlent la même langue que les hommes. Et surtout, n'oubliez jamais que ça n'a absolument rien d'historique, ça ne ressemble pas franchement à l'alphabet grec. J'ai pris une inscription un peu au hasard. Évidemment, les Grecs faisaient aussi des ronds, donc il n'y a aucune raison. Mais peu importe, en fait, ce qui compte, c'est que ça parle à nos imaginations et qu'on se dise « Ah ouais, ça ressemble à du grec ancien ». Par ailleurs, cette typographie vient renforcer, je reviens sur cette image, vient renforcer d'autres traits qui permettent de distinguer les Grecs des Gaulois et des Romains. Vous le voyez là, le personnage en bas à droite, ils ont les cheveux noirs, une petite barbe, le nez très droit, ça renvoie à cette expression d'avoir un profil grec. Et donc tous les personnages censés être grecs vont être représentés sous ce type de traits.
avec des gags internes. Ici, vous voyez 2 personnages, là encore, petite barbe, cheveux noirs. En plus, quand ils sont à l'Olympie, ils ont tous le truc rouge, là, une espèce de bandeau rouge. Qui c'est ? Et bien, en fait, on a la réponse de... Donc ça, c'est les agents d'accueil à Olympie, qui sont vraiment juste de passage. Et vous avez au-dessus, on nous explique qui c'est. Vous voyez l'espèce de bas-relief avec des inscriptions. Vous avez à gauche l'inscription Goscinny, en grec, cette fois en vrai alphabet grec. À droite, Uderzo, et en petit, vous ne pouvez pas trop le lire, j'imagine, c'est marqué Despotes et Tyrannos. Ils se moquent d'eux-mêmes. Et c'est les traits caricaturaux de Uderzo et Goscinny que vous pouvez reconnaître ici, d'un côté et de l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on va avoir le même type physique pour tous les personnages, qui est là encore une moquerie de ce qu'on imagine être les traits physiques des Grecs. Revenons au cas que je commentais. Autre jeu d'anachronisme, le nom des personnages, ici sont tous en as ou en os. Le guide s'appelle Mixomatos, son cousin Plexiglas, un autre cousin Invino Veritas. Vous voyez qu'on joue avec les langues. Je reviendrai dessus en conclusion, donc je ne vais pas m'arrêter dessus tout de suite. Il y a aussi des clichés sur les Grecs. En l'occurrence, ici, le gros cliché, c'est qu'ils sont tous cousins, même les chevaux sont cousins les uns avec les autres. Ça vous parle peut-être plus tant que ça aujourd'hui. Dans les années 60, c'était un gros cliché sur la Grèce, où ils étaient tous cousins les uns des autres. Et puis, il y a aussi des clichés sur le tourisme. Vous voyez ici un ensemble de cases qui représentent le tourisme actuel et toutes ses dérives, avec des personnes qui viennent d'un peu partout. Première case, on voit des Égyptiens qui se baladent toujours de profil. Quand on est Égyptien, on se balade de profil, évidemment. Des Goths, des Romains. Et puis, ces touristes qui n'arrivent pas, en fait, à accueillir et à recevoir l'altérité. Ça rappelle Bourdigala. Évidemment, si on aime les colonnes, ce n'est pas mal. Bon, bref, ils voient toujours mieux chez eux. Le touriste qui préfère regarder les femmes plutôt que de regarder les monuments. Et enfin, le gros cliché sur... déjà à ce moment-là, les touristes qui se font prendre en photo devant n'importe quel monument, ici, ils se font immortaliser sur un vase grec. Ainsi, les clichés sur la Grèce des années 60 se mélangent avec ceux portant sur l'Antiquité, dans un jeu complexe qui repose sur des références extrêmement variées. Par conséquent, tout le monde ne comprend pas la même chose, tout le monde ne peut pas tout comprendre. Ça dépend des connaissances et du milieu culturel des lecteurs, ce qui fait qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Je vous en montre un exemple que je vais prendre le temps de détailler, le défilé des nations grecques. C'est la scène d'ouverture des JO, qui est bourrée de jeux de mots et de références culturelles, qui renvoie aux cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques actuels bien plus qu'aux pratiques antiques. Et je vous le lis parce que je vois que ce n'est pas très clair. En première case, les athlètes entrent dans le stade. Cela commence par le défilé des Thermopyles. Ils sont suivis par ceux de Samothrace, sûrs de la victoire. Ceux de Milo sont venus aussi. Deuxième case, ceux de Cythère viennent de débarquer, ceux de Marathon arrivent en courant, ceux de Macédoine sont très mélangés, les Spartiates sont pieds nus. En bas, première case, Rhodes n'a voyé qu'un seul représentant, un colosse. Je m'arrête là, ça suffit. Faisons l'analyse de toutes ces références, de voir comment ça se construit. Premier jeu de mots, on passe du défilé olympique au défilé des Thermopyles. C'est bien le même mot, défilé, mais ici, ça n'a pas le même sens. On part d'un défilé au sens de parade, et on arrive au défilé dans la définition géographique, c'est-à-dire un passage naturel étroit et encaissé. Ça renvoie, vous le savez sans doute, à la très célèbre bataille des Thermopyles, dans le défilé du même nom, durant les guerres médiques, où, en 480 avant Jésus-Christ, les armées grecques sont vaincues par les Perses de Xerxès Ier. Du défilé des Thermopyles, on passe donc à la défaite des Thermopyles. Puis, par association d'idées, à la victoire de Samothrace. C'est là encore un glissement de sens, puisqu'ici, la victoire, ce n'est pas une bataille, mais une statue qui représente la déesse Victoire. Une statue que vous trouvez au musée du Louvre, en haut des grands escaliers hyper connus. Et Samothrace, ce n'est donc pas le nom d'une bataille, mais c'est le lieu de découverte de la statue. De la statue de Samothrace, on passe à une autre statue grecque hyper connue du Louvre, celle de Milo. Et vous voyez qu'en passant d'une référence à l'autre, on est donc passé du défilé des Jeux Olympiques à la Vénus de Milo. Quand on n'a pas fait tout le cheminement, on peut difficilement comprendre comment on est passé de l'un à l'autre. Et juste, je continue à expliciter les références.
On passe ensuite avec Citer, les gens de Citer qui viennent de débarquer. Je ne suis pas sûre que vous ayez la référence. C'est un tableau d'Antoine Watteau, Embarquement pour Citer, qui une copie remaniée d'un autre tableau du Louvre. Vous voyez le lien entre les deux. C'est pas simple. C'est pas simple. Ensuite, on a des références qui n'ont plus rien d'artistique avec la Macédoine, qui renvoie moins au royaume hellénistique qu'à la salade mélangeant divers légumes que l'on peut manger parfois dans les cantines. Et enfin, donc, on a ces Spartiates aux pieds nus qui renvoient à une chaussure. Et on finit par quand même un retour à l'Antiquité, avec une référence à la plus grande statue antique qui ait jamais été produite, le colosse de Rhodes. Je vous dis que c'était une référence à l'Antiquité, mais en fait, pas tant que ça, parce que le colosse de Rhodes, il est très connu du grand public dans les années 60, notamment par un grand péplum de Sergio Leone, qui est sorti en 1961, soit 7 ans plus tôt. Tout le monde, là aussi, a vu ce film. À ce moment-là, évidemment. Donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est-à-dire comment, par un jeu de connivence avec des lecteurs qui ont les mêmes références que les auteurs, ces auteurs réussissent à faire rire en jouant sur plusieurs niveaux de lecture à la fois. Et vous comprenez sans doute maintenant, sans même que j'ai besoin de vous l'expliquer, pourquoi les Jeux Olympiques sont un terrain particulièrement fécond pour des aventures d'Astérix. Pourquoi ? Parce que c'est parfait pour jouer sur les anachronismes. C'est un thème qui marche... et les Jeux Olympiques sont donc un thème qui marche particulièrement bien dans ce jeu de dialogue entre temps passé et temps présent, puisqu'ils appartiennent à la fois au temps passé et au temps présent. C'est d'abord une pratique antique, on vient d'en parler, je ne vais rien dire dessus, mais c'est aussi une pratique contemporaine, puisque Pierre de Coubertin, en 1894, a d'abord fondé le CIO, le Comité international olympique, puis a fait organiser les premiers Jeux modernes à Athènes en 1896. Donc en fait, les Jeux olympiques, c'est en soi-même une réécriture de l'Antiquité. C'est même un anachronisme, cette fois-ci dans l'autre sens, puisque c'est l'éruption de l'Antiquité dans les temps présents. Et donc c'est très facile de jouer là-dessus, à condition, cela dit, d'expliciter les rapports, le lien entre présent et passé, et de parler d'aujourd'hui. Donc dans la BD, les disciplines représentées sont réduites à l'essentiel. Je vous rappelle que le but, c'est pas de montrer ce que sont les JO, mais de parler d'aujourd'hui. Et n'oubliez jamais aussi qu'un album franco-belge de BD classique, c'est très court, 44 planches, donc 44 pages si vous voulez. En vrai, on n'a pas le temps de tout représenter. Par conséquent, les auteurs font le choix des épreuves qui sont les plus proches de nous. Il n'y a rien d'épique, par exemple, pas de course de char, mais on va avoir la lutte, la course, le lancer pour les scènes d'entraînement. Et le tout est représenté de manière moderne. Vous voyez que la lutte devient de la boxe avec des gants de boxe on ne peut plus contemporains. Mais vous voyez aussi la remise des palmes en bas à gauche sur le podium avec le peintre qui fait prendre la pose aux athlètes, là encore, les photographes modernes. Et même à droite, en bas à droite, le début de la course qui est lancé par un pan. Vous voyez bien qu'on fait un renvoi aux armes à feu qui n'existaient pas. Du coup, on dit que c'est parce que c'est le dieu Pan qui est... utilisé au passage, mélange d'antique et de moderne, on est en plein dedans. Ça se voit tout à fait dans la représentation des différentes disciplines. Ici, je vous ai mis une scène d'entraînement à gauche, où vous voyez des haltères contemporaines. Vous voyez derrière, le mec qui tient ses grosses haltères noires, rien d'antique. Mais on voit aussi un athlète qui s'entraîne à ce qui a l'air d'être un saut de haie ou un saut en hauteur, là, à gauche. Et vous voyez qu'il tient deux trucs un peu bizarres dans la main. En fait, ce sont des haltères antiques qu'on a représentés sur plein de poteries de la Grèce classique et qui ne servaient pas à sauter en hauteur, mais à sauter en fait en longueur. Mais peu importe, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a un mélange d'éléments visuels contemporains et d'éléments visuels antiques. C'est donc une réécriture des JO, cette bande dessinée, mais c'est aussi une réécriture du dopage. C'est la question de fond de la tricherie, en fait. C'est la question de fond de la bande dessinée, le dopage. Là encore, c'est en plein dans l'actualité, puisque la France a interdit la pratique du dopage dans les compétitions sportives en 1965, donc on est 3 ans avant la BD, après un long débat pour savoir si c'était de la tricherie ou non. Et les JO de Mexico, ceux de 1968, l'année de la sortie de la BD,
marque un tournant dans l'histoire du dopage, puisque c'est la première fois que sont mis en place des contrôles antidopage. Donc la première fois que officiellement le dopage est reconnu comme une tricherie contre laquelle il faut faire quelque chose. Et vous voyez le rapport avec Astérix ? Qu'est-ce que c'est que la potion magique qui rend les Gaulois invincibles, sinon un dopage ? Là encore, le parallèle est presque évident, et c'était très facile de jouer là-dessus. Et encore une fois, vous voyez le mélange entre antique et moderne. Donc en fait, l'histoire, c'est que les athlètes romains, ils ont tous bu de la potion magique, mais que Panoramix avait mis un colorant bleu dedans. Comme ça, quand ils tirent la langue, on voit qu'ils ont triché. C'est les premiers en contrôle antidopage avant l'heure. Et vous voyez des personnages dont on vous a parlé tout à l'heure, que sont les juges, là en bas à droite, en bleu. Donc vous voyez là encore le mélange entre antique et moderne. Ces juges, on vous en a parlé, c'est vraiment dans l'Antiquité des personnages qui devaient vérifier que tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de tricherie. Et ici, ils deviennent l'équivalent des premiers centres antidopage. Donc l'album dénonce ce qu'est le dopage, et il dénonce aussi la manière dont le dopage transforme les performances sportives en performances qu'on pourrait dire presque scientifiques. De fait, ici, vous voyez dans les deux images une ligne d'athlètes romains qui se ressemblent tous les uns les autres. En fait, c'est quasiment un copier-coller les uns des autres et qu'on ne peut pas départager parce qu'en fait, comme ils ont bu tous la potion magique, ils sont tous au même niveau. Et ça n'a plus rien d'intéressant que de regarder une course où tout le monde arrive au même moment. Eh bien, il ne faut pas oublier que les années 60, c'est le moment où tous les records du monde tombent les uns après les autres sous l'effet du dopage. Et qu'au contraire, il y a une vague de creux ensuite dans les années 80, quand le dopage diminue, on n'arrive plus à courir aussi vite, à faire les mêmes performances sportives, puisqu'on n'a plus cette aide extérieure. Enfin, derrière le dopage, et comme toujours avec les compétitions sportives internationales, qu'elles soient antiques ou contemporaines, il y a aussi et surtout une question politique. C'est encore un point qu'on trouve dans la BD, avec des intrigues qui se cachent derrière les enjeux du dopage. Ici, vous avez un running gag qui court sur tout l'album, que vous trouvez ici, c'est « César ne va pas être content ». Vous voyez, je vous ai mis 5 images. « Il ne va pas être content, César ». Question en bas à gauche. « Étant donné les brillants résultats obtenus, vous croyez vraiment que Jules César va être content ?» Et dernière case, finalement. Et pour une fois, César a été content. C'est le running gag. Et ici, ce running gag, il sert à construire un parallèle entre César et Nikolaï Podgorny, qui est le dirigeant de l'URSS à ce moment-là, puisqu'au JO de Mexico, en 1968, les athlètes russes sont tous dopés, mais il y a tout un système qui est mis en place par l'État russe pour qu'ils puissent passer entre les vérifications. Et vous voyez que la politique internationale s'invite aux Jeux Olympiques, même si elle reste cachée. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez que César est présent partout, mais on ne le voit nulle part dans la bande dessinée. On parle de lui, mais Uderzo a fait le choix de ne pas le dessiner, ce qui est une manière de le rendre encore plus menaçant. Il plane au-dessus de l'histoire sans jamais y figurer. Et vous voyez ainsi comment est-ce que le dessin, et pas seulement le discours, le dessin est mis au service du discours que porte la BD, et comment la mise en scène est en elle-même porteuse de sens. C'est en fait c'est une question politique, même si on ne voit pas les hommes politiques. Du coup, on peut se demander ce que devient ce discours quand on change de média, et en l'occurrence, quand on passe des bulles aux écrans. Ce sera mon dernier point, l'intermédialité. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Astérix et Cléopâtre pour vous dire que c'était en fait la parodie d'un film. Mais peut-être qu'en fait, vous connaissez plutôt cette histoire par un autre film, celui d'Alain Chabat, qui est sorti en 2002 avec Jamel Debbouze. Entre les deux, il y a eu aussi un film d'animation en 1968 qui a connu un fort succès. Et vous voyez comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre avec tout le temps la même image de Cléopâtre. Vous avez là un bel exemple de dialogue entre différents supports, le cinéma péplum, la BD, le dessin animé, le cinéma parodique. Ces passages d'un média à l'autre et le dialogue que ça permet, c'est ce qu'on appelle l'intermédialité. Je vous avais mis le mot juste avant. Hop là, le voici. Dans le cas d'Astérix, cette intermédialité est toujours présente et elle est extrêmement importante. Si on retourne à nos Jeux Olympiques, la BD a été adaptée en 2008, soit 40 ans plus tard, en film. Et en parallèle du film est développé un jeu vidéo qui sort à la fois sur PC, sur PS2 et sur DS. Vous l'avez ici. Si vous regardez l'affiche du film, vous reconnaîtrez peut-être des acteurs français connus. Vous avez Gérard Depardieu derrière en Obélix. Vous avez Benoît Poelvoorde devant
en Brutus, c'est le pseudo-fils de César. Et vous voyez même ici que Benoît Poelvoorde vole la vedette à Astérix, qui est joué par un acteur un peu moins connu, Clovis Cornillac, qui était juste à droite. Et puis peut-être reconnaîtrez-vous aussi un César, Alain Delon, sans doute le plus connu des acteurs français de sa génération. Or, rappelez-vous que je vous ai dit que César n'apparaissait pas dans la bande dessinée. C'est même un des films conducteurs du scénario que de ne pas le montrer. Ça, c'est pas possible au cinéma. En tout cas, pas dans ces productions importantes, où au contraire, il faut faire apparaître le plus d'acteurs possible, de préférence des acteurs connus, et il faut que les choses soient spectaculaires. C'est un des grands changements du passage de la BD au film. La BD permet de sous-entendre, de ne pas montrer les choses. Le cinéma, au contraire, demande de tout porter à l'écran. Du coup, non seulement César apparaît, mais il apparaît sous les traits du grand Alain Delon, dans de nombreuses scènes, et il est grandiose. Vous voyez ici cette image avec cette lumière qui arrive derrière. Alors que César est souvent tourné en ridicule dans la BD, il n'est absolument pas question qu'Alain Delon soit ridicule à quelconque moment que ce soit. Ce sera donc du grand César et non pas du César ridiculisé. Et donc de nombreuses scènes du film font référence aux films les plus connus d'Alain Delon. C'est aussi le cas de Gérard Depardieu. Cela dit, peut-être connaîtrez-vous moins les grands classiques du cinéma français qui sont parodiés dans ce film que d'autres références plus explicites. Donc je vais vous montrer un petit extrait qui me semble particulièrement représentatif de ce que c'est que ce passage au cinéma. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en tête et il s'arrête? Ouais, peut-être que quelqu'un a changé le règlement. Oh! C'est maintenant que tout se joue, les gars! Jean, j'ai besoin de plus d'adhérence. Ok, montez les roues double adhérence. Vite. Plus d'arrêt au stand. À toi de jouer, Michael. Allez les gars, on y va. 3/10 de sablier. Bien joué. Bravo, les gars. Hop. Je m'arrête là. Si vous voulez le voir, vous pouvez. C'est pas le meilleur de tous les Astérix du monde, mais peu importe. Il reste intéressant, notamment pour ce qu'on disait, que je reviens à mon PowerPoint. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de course de chars dans la bande dessinée, puisque le but, c'était de montrer au contraire des disciplines qui étaient actuelles. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a un retour de la course de chars dans le film? Quand on voit... Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la course de chars, c'est un incontournable des films péplum. C'est l'équivalent de la course-poursuite dans n'importe quel film d'action. Et donc, quand on voit un péplum, on s'attend à voir une course de chars. Donc, même si ce n'est pas dans la BD, on rajoute la scène quand on passe au cinéma. Deuxième raison, vous l'avez sans doute compris, c'est que ça permet de faire un parallèle avec un autre truc très contemporain, la F1. Vous avez sans doute entendu les bruitages. Quand le char rouge est à l'écran, on entend un bruit de voiture de course en fond. Et je vous rappelle qu'en Formule 1, on parle d'écurie. C'est bien qu'en fait, le parallèle, on le fait déjà. Et vous avez peut-être reconnu qui est le conducteur de la voiture rouge, même s'il a pris sa retraite il y a quelques années pour vous. C'est le grand Michael Schumacher, qui est sans doute le plus grand de tous les conducteurs de Formule 1 du monde. Et d'ailleurs, tant que je suis à cette image, à côté de lui, celui qui s'appelle Jean, c'est Jean Todt, qui est lui aussi un très grand personnage médiatique. C'était lui qui dirigeait les écuries Ferrari pour Michael Schumacher. Donc si je résume, le passage au cinéma, ça demande 3 choses. D'abord de faire du grandiose. Donc on a des grands décors, vous voyez, très impressionnants, une espèce de cirque romain à la péplum. Ça demande aussi, et ça va avec, d'utiliser des acteurs connus et de jouer avec leurs personnages médiatiques. Là, Michael Schumacher et Jean Todt, qui sont quand même de très piètres acteurs, en fait, ne font que jouer ce qu'ils sont réellement dans le monde réel. Ça demande en retour d'ailleurs de faire attention à leur image. Évidemment, Michael Schumacher ne peut pas perdre une course. Donc, puisqu'il ne peut pas perdre une course, mais qu'il ne peut pas non plus la gagner, parce qu'il faut bien que le Gaulois gagne, vous voyez à la fin ce qui se passe. Vous avez Rome qui est premier. Oui, parce qu'il a triché, là encore c'est le même jeu. Finalement, il a gagné, mais il n'a pas gagné, peu importe. Les Gaulois sont deuxième, et du coup, Schumacher est censé être troisième, mais ça, c'est vraiment pas possible, il ne sait pas perdre une course, donc Forever the Best, qui est un des surnoms qu'on donne à Michael Schumacher.
Et enfin, troisième élément, le passage au cinéma demande d'adapter les gags au grand public, enfin d'adapter les gags au public actuel, c'est-à-dire à la fois de les mettre à jour et de faire ici quelque chose de plus large, en l'occurrence de plus international. On ne peut pas rester sur des gags franco-français si on veut que le film marche partout. Vu le temps, je ne vais pas m'arrêter sur le jeu vidéo, mais en fait, c'est la même chose, l'adaptation en jeu vidéo. Si je vous donne qu'un seul exemple, parmi les épreuves auxquelles les joueurs doivent se plier, il y a une variante du tennis moderne et un passage qui rappelle le foot. Vous voyez ici ce gazon avec le carton rouge qui est posé à Astérix. Quant au décor, il doit aussi lui-même se plier à ce nouveau support et aux besoins du jeu. Et on a comme ça des éléments qui sont censés être des éléments antiques qui deviennent ici un point de sauvegarde avec save écrit dans une espèce de pseudo-police antique de nouveau, qui est censé être une taverne antique. Donc vous avez là de beaux exemples de ce qu'est l'intermédialité, comment elle fonctionne, et comment aussi elle permet d'actualiser des images qui pourraient être un peu trop anciennes pour le public visé. Vous voyez donc, et je vais m'arrêter là-dessus, qu'en fait, l'humour est quelque chose de très sérieux, qui demande une culture très large et parfois très pointue. Et en conclusion, je vais revenir à cette appellation des journées du latin vivant, en vous montrant un petit clin d'œil des langues vivantes et des langues mortes dans Astérix. Peut-être savez-vous que la phrase préférée d'Obélix, c'est « Ils sont fous ces Romains », c'est tellement un gag qui arrive tout le temps qu'on peut le changer, « Ils sont fous ces humains », et que même rien que faire toc 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 dans Astérix, ça laisse imaginer que Idifix est en train de penser dans sa tête « Ils sont fous ces Romains ». Mais je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce qu'il dit ça tout le temps. Si on traduit « Ils sont fous ces Romains » en italien, ça donne « Sono pazzi questi romani ». Et « Sono pazzi questi romani », ce sont les 4 lettres SPQR, qui sont les lettres de l'Empire romain. Et vous avez là un bel exemple de ces niveaux de lecture extrêmement divers, parfois extrêmement complexes, pour tout vous avouer. Je n'avais jamais compris ça avant que Jean-Paul Thuillier, qu'on a vu juste avant, il y a 15 ans, dans un cours très sérieux à l'ENS, ne nous fasse ces explications. Donc vous voyez qu'on passe aussi d'un prof à l'autre. Donc c'est ces niveaux de lecture extrêmement divers. On n'a pas besoin de tout comprendre pour apprécier les BD. Et ça permet de parler à des publics très différents, de 5 à je ne sais combien d'années. Et c'est sans doute pour ça qu'on connaît si bien Astérix et qu'il est si présent encore aujourd'hui. Je m'arrête là et je vous remercie de votre attention.